Bonjour à nouveau à tous, ceux qui nous ont rejoints. Nous allons commencer la session de l'après-midi. Nous aurons trois intervenants et nous commençons par Doudou Dem de Élémentaire et Nicolas Rondet de l'atelier Vorophylla. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je fais quelques mots de présentation très rapidement et ensuite on vous passe la parole. Deux intervenants, une présentation à deux voix. Doudou Démé, né en 82 à Dakar, qui est ingénieur en génie civil, titulaire d'un master en urbanisme, habitat et coopération internationale et d'un DSA architecture en terre, diplômé de Crater, pour ceux qui connaissent, Crater en 2009. Doudou Démé a fondé Élémentaire, une entreprise spécialisée dans la fabrication de briques de terre et de panneaux d'isolement en Tifa, qui est une plante envahissante qu'on trouve en Afrique. Et son collègue Nicolas Rondet est architecte français, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, qui a travaillé pendant 5 ans à Paris avant de s'installer au Sénégal en 2017. Il est cofondateur de Vorophylla et a acquis une expérience et des compétences importantes sur la livraison de projets utilisant des matériaux bio et géosourcés. Et en collaboration avec le cabinet dakarois GA2D, il a également conçu et supervisé la réalisation de 16 gares TER pour le nouveau train régional. Je rappelle simplement que c'est leur deuxième présentation. On les a déjà invités l'an passé, donc nous sommes très heureux de les retrouver, de leur passer la parole. C'est parti. Bonjour à tous et toutes. Merci de nous recevoir pour cette seconde session. On est reparti sur des bases de la précédente présentation qu'on a développées avec nous les avancées notamment d'un projet qui nous tient à cœur avec Doudou, qui synthétise pas mal de questionnements et de problématiques que nous trouvons dans nos pratiques respectives. Donc, la présentation s'intitule « Construire autrement, enjeux et limites ». Donc, je ne vais pas revenir sur la présentation, c'était très bien, merci Bruno. Donc, Nicolas Rondet, moi, juste préciser que Vorophylla, c'est une agence bicéphale que je dirige avec Zingamboop. Voilà, architecte également. Et puis, Doudou, je pense que tu n'as pas besoin de rajouter des choses. Ça va. Quelques images de réalisation, juste pour donner un peu une matérialité, un peu une vision des projets qu'on peut développer et de l'esthétique que ça crée. Donc, vous voyez des projets plutôt urbains quand même. Nous avons des structures basées autour de Dakar, donc au Sénégal. Donc, les questions que nous abordons sont beaucoup des questions urbaines, des problématiques urbaines. Et donc, questions que nous abordons par le prisme de la construction. Doudou, entrepreneur, nous, architectes. Donc voilà, c'est ça je pense, ça va être par ce prisme-là qu'on va aborder la notion de ville net zéro carbone. Il y a plein d'autres questions autour. Nous, c'est surtout tourné autour de la construction. Peut-être un petit peu après des questions d'assainissement et de réseau, mais c'est à la marge de notre activité. Donc Dakar, voilà, la situation telle que je vous la présentais. Donc le Sénégal, c'est un pays où il fait chaud quand même la majorité de l'année, une température assez élevée, une humidité qui peut être assez importante au moment de l'hivernage, donc de l'été ici, entre juillet et octobre, qui correspond aux périodes d'inconfort principal. Donc ici, évidemment, avec ce type de climat, on n'a pas de problématique autour du chauffage.
mais les problématiques énergétiques vont être plutôt au niveau de la climatisation et de la recherche du confort des lieux. Dakar, presqu'île, entouré par l'océan. Un environnement très urbanisé, comme vous voyez aussi juste par la structure, en fait, par la géographie de la ville, une ville qui est contrainte géographiquement, euh, et donc qui incite à densifier, et donc à construire, déconstruire, démolir, densifier, aller plus haut, et tout ça en ciment. Euh, donc, je pense un bon exemple de la ville carbone. Euh, voilà, quelques images, je passe. Peut-être juste des petites explications pour que vous ayez bien en tête le contexte un peu dans lequel on travaille. Donc voilà, c'est ça, c'est une ville qui se densifie, qui artificialise ses sols, qui crée en fait de plus en plus d'inconfort. Euh, Ici, je ne parlerai pas de mobilité. Nous ne parlons pas de mobilité où c'est vraiment de l'inconfort, enfin, même si ça existe, mais c'est l'inconfort en termes thermiques, c'est-à-dire qu'on a des logements qui perdent les espaces extérieurs, des logements qui se densifient et qui perdent le contact avec le sol, et des îlots de chaleur qui se développent par des sols qui s'artificialisent, pardon, et se minéralisent. Euh, Deux, trois stats pour comprendre un peu les enjeux et qui font que, que ce secteur a un impact fort sur le bilan carbone sénégalais, voire mondial. On est on a une croissance urbaine et une population en général assez importante. Euh, et donc, ce qui développe des besoins en logement très importants. Beaucoup de ces logements aujourd'hui ne sont pas construits. Donc, la question, c'est vraiment comment on construit ces logements et, euh, et comment on peut diminuer leur impact sur l'environnement. Quand, par exemple, en Europe, on est plutôt sur une dynamique inverse où beaucoup de logements nécessaires sont déjà là et il y a une grosse problématique autour de la rénovation thermique pour essayer de faire avec le déjà là. Euh, voilà, un peu deux trajectoires qui se croisent, je dirais. Euh, et tout ça, c'est donc là, vraiment par le prisme, sur le prisme hein, bilan carbone un peu du secteur. On a un bilan carbone donc de ce secteur qui est très, très mauvais, avec une consommation d'énergie importante, notamment un tiers qui correspond, enfin, qui permet de climatiser les bâtiments. Donc, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont peu adaptés ou pas adaptés au climat et qui deviennent vivables grâce au recours à la climatisation, ce qui consomme un tiers du mix énergétique sénégalais. Et d'ailleurs, ce mix énergétique sénégalais, il est très, très basé sur le fossile, il est très carboné. Donc, on se retrouve dans un cycle un peu, euh, un peu mauvais, avec des matériaux également très carbonés, le ciment, le métal, le verre. Voilà. Donc, nous, on essaye de développer une autre approche de tout ça, basée sur des principes bioclimatiques. Euh, c'est-à-dire proposer des solutions qui sont adaptées aux conditions, à l'environnement, au climat que nous trouvons ici, euh, et, euh, et ensuite qui soient peu émettrices en carbone. Et tout ça, bien sûr, ça c'est l'objectif environnemental, mais l'objectif aussi réel, c'est l'impact pour les usagers, c'est des bâtiments confortables sans avoir recours, si possible, à la climatisation. Et des logements aussi, ça passe par, là on parle que de la thermie, mais aussi de l'adaptation au mode de vie, à la cellule familiale, etc. Enfin, essayer vraiment d'adapter le construit, c'est dans tous les sens du terme. Donc je dirais, on peut dire que tout ça, ça se décompose en
trois grandes approches. Enfin, l'approche de développer en trois axes. C'est travailler sur les orientations de manière à minimiser les apports solaires qui sont les vecteurs principaux de calories. C'est développer et travailler sur la ventilation naturelle pour renouveler l'air à l'intérieur des pièces et, si possible, créer des petits courants d'air naturels par l'architecture pour se rafraîchir naturellement. Et enfin, c'est utiliser des matériaux locaux. Donc, locaux, ça devient un mot un peu galvaudé. Donc, quand on parle de matériaux locaux ici, on parle de matériaux bio et géosourcés, donc des matériaux naturels disponibles localement, qu'on va développer un petit peu plus tard. Voilà, ces trois éléments nous amènent à penser localement. Ah, donc ça passe à La moi. parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, comme Nicolas l'a dit, on essaie de travailler. Alors, d'abord, le bioclimatique, effectivement, au niveau de la conception. Et ensuite, moi, je travaille essentiellement sur le matériau qui permet d'être plus efficace. Donc, cette réflexion, en fait, elle part de l'existant toujours. Donc, on part de l'architecture vernaculaire, en fait, de ce qui existait avant. Donc, on fait une petite étude, on regarde au Sénégal comment on construisait avant et quel est le sens des constructions. Et on va s'adapter, on va essayer de les adapter, nous, aujourd'hui, à notre pratique. Donc là, par exemple, je vous montre une maison qui est une casa inclusium, qui est d'ailleurs classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est une maison qui est une maison défensive de guerre, alors qui est dans le sud du pays, en Casamance. Et donc, c'est un matériau qui est de la terre, essentiellement, qui est porteur. C'est une technique qui s'appelle la bauge, que l'on appelle le banco ici au Sénégal, avec une charpente en rognier et une couverture en paille. Donc, ce sont que des matériaux qui proviennent de la localité sur laquelle ça a été construit. Donc, au niveau architectural, on a une forme qui est ronde pour une meilleure résistance, avoir un meilleur confort thermique. Donc, on va diriger mieux le vent. On va aussi avoir donc, la toiture avec des ouvertures en hauteur de façon à pousser la ventilation naturelle au maximum. Le puits de lumière à l'intérieur permet d'avoir de l'eau aussi, un peu de lumière bien sûr, mais lorsque les maisons étaient fermées et totalement, on va dire, fermées à l'extérieur, ils pouvaient rester plusieurs jours, plusieurs semaines en autonomie. Donc, c'était un peu le principe de ces maisons-là. Là, c'est la même technique en fait, que vous voyez pendant la construction, mais après sur un autre modèle type de construction. Mais vous voyez, donc la bauge construite avec différentes couches. Donc, c'est de la terre qui est juste humidifiée et qui est posée, moulée sur le mur. Donc, c'est très, très simple. Et là, vous voyez, donc l'extraction, elle est vraiment juste à côté toujours du chantier. Donc, ce sont des techniques qui sont très, très simples. Donc, le rognier aussi que l'on trouve localement, qui est un très bon bois lorsqu'il est mort. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser normalement, mais lorsqu'il est mort, on peut l'utiliser. Là, vous avez d'autres typologies. Donc là, c'est une architecture qui est plus dans le nord. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le sud, il pleut. Dans le nord du Sénégal, il pleut très rarement. Donc, on a une architecture qui va être… Donc, on a beaucoup moins de paille, on va dire. Donc, on va avoir des toitures avec des toitures plates, avec des terrasses que les gens vont pouvoir utiliser. Étant donné qu'il pleut moins, on va favoriser l'entretien régulier. Donc, refaire tout ce qui va être arrondi, tout ce qui va être canalisation des eaux, refaire tout ce qui va être base des murs régulièrement de façon à protéger. Et ça donne une architecture différente. Donc, on a aussi un travail sur la ventilation naturelle par les claustras, par les ouvertures, par les hauteurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui se fait traditionnellement. Donc, dans ma pratique, donc, moi, j'ai commencé élémentaire. On a commencé en 2010 avec mon associé. Et l'idée, c'est de proposer, de rendre accessibles les matériaux de construction en terre, à base d'argile, je dirais. Car il nous faut de l'argile. Si on n'a pas d'argile, on ne peut pas produire de matériaux.
L'argile, c'est vraiment notre colle, c'est notre liant. Donc, on va produire différents types de matériaux. Nous, on va faire un peu… En fait, on va s'adapter à la terre que l'on a. Donc, c'est un peu ça le principe, c'est de venir, de tester le matériau. Et en fonction de ce que l'on aura comme résultat, on va déterminer la formulation la plus adaptée pour produire le matériau le plus adéquat, le moins cher. Et après, donc, il faut que la conception aille de concert. Donc là, c'est une étude qu'on avait fait pour Cratère, justement, enfin avec Cratère. C'est donc une région du Sénégal qui s'appelle Kaolack. Non, celle-là, oui, excusez-moi. Ouais, Ça, c'est Tambacounda, excusez-moi. Là, je suis allé récupérer 17 ou 18 terres différentes que nous avons testées pour voir quel type de matériau on peut faire. Donc, vous pouvez voir la différence de couleurs, les différences de texture, de composition. Donc voilà, donc ça c'était pour remontrer l'argile. Donc l'idée c'est vraiment en fonction du type d'argile de s'adapter. Lorsqu'on a une argile qui est très très cohésive, on ne va pas travailler avec un stabilisant chimique comme le ciment, on va travailler plus avec un stabilisant naturel comme des fibres. Donc là c'est le test Caraza, c'est juste pour montrer un peu les différents états, les matériaux que l'on peut produire en fonction de l'air et de l'eau. Donc, en fonction de la quantité d'air et de la quantité d'eau, vous allez avoir différentes tenues de matériaux et ça nous permet de savoir assez vite qu'est-ce qu'on peut faire avec quelle terre. Donc là, c'est notre unité de production qui est à 70 km de Dakar où on produit donc des BTC, on fait des adobes, on fait des matériaux à base de TIFA aussi. Donc là, c'est la production. Alors, nous, on a une production qui a été totalement manuelle pendant 10 ans. On n'avait pas d'électricité, on n'en avait pas besoin. Donc, on a plusieurs machines manuelles comme celle-ci qui nous permettent de produire n'importe où dans le pays et de maîtriser le coût aussi de notre production partout. Donc voilà, on a différents moules, on a différentes possibilités. On peut travailler aussi un peu. Donc, oui, on peut vraiment travailler sur pas mal de choses. On a des briques spécifiques pour tout ce qui va être linteau et chaînage. On a des briques spécifiques pour tout ce qui est électricité, gaine. Donc, voilà, tout est vraiment dans la conception et dans l'organisation du chantier. Mais en fait, tout est envisageable. On travaille aussi pour certains architectes sur des couleurs. Donc là, ce sont les adobes qui sont la brique de terre moulée. Donc, qui est une production sans ciment. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que la BTC, effectivement, va avoir une stabilisation avec du ciment, parce qu'on part sur une argile qui est assez pauvre, qui n'a pas beaucoup de cohésion et qui est en proportion finalement assez réduite. Elle a environ entre 10 et 15% sur le matériau. Donc, cette argile-là, en fait, on va la stabiliser pour qu'il ait une meilleure résistance à l'eau avec un peu de ciment, donc entre 4 et 12% en fonction vraiment de la qualité de l'argile, la qualité de la presse, la qualité de la granulométrie. Donc, nous, on a commencé aussi à produire des matériaux sans ciment. Donc, ça, c'est vraiment la technique traditionnelle, donc l'adobe, la brique de terre moulée, et que nous, on a commencé à développer grâce au TIFA, qui est un roseau qui est considéré comme une nuisance dans le nord du pays et qu'on a commencé à utiliser pour augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments par le matériau. Il se trouve que le TIFA est très, très alvéolaire, donc il est très isolant. Il est même plus isolant que le chanvre. Donc, nous, on va le travailler de différentes manières, de différentes densités. Donc, on va faire des ourdis, on fait des adobes, on fait des briques très, très légères que l'on peut coller. L'idée, c'est de développer une gamme de matériaux pour, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, nous avons énormément de bâtiments qui ne sont pas encore construits, mais nous avons quand même des bâtiments déjà construits qui sont très, très climatisés. Et donc, cette gamme de matériaux peut nous permettre d'isoler par l'intérieur et de modifier un peu l'efficacité énergétique des bâtiments existants. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans ces matériaux. Ouais, très bien. Donc, on le reprend. On va essayer de passer un peu vite. C'est juste quelques exemples d'applications des projets qu'on a vus en introduction. Et donc, ouais, comme le disait Doudou, on a à chaque fois plusieurs approches. C'est qu'il y a l'approche matérielle, mais il y a aussi l'approche d'organisation et d'orientation et de conception du bâtiment qui va avoir un impact fort aussi sur le confort. Donc, ça peut être des principes de double mur, ça peut être
des principes de calpinage qui protègent du soleil ou qui ventilent, ou les matériaux qui viennent d'expliquer et d'exposer en utilisant le TIFA. Donc là, le projet de halte du TER, dont parlait Bruno. Donc là, voilà, on voit juste le principe de double mur, où l'idée, c'est qu'on ait un premier mur qui nous crée une lame d'air ventilée, qui nous protège, et du coup, qui crée de l'ombre aussi totale sur le mur suivant, et donc pour garantir un confort intéressant à l'intérieur du bâtiment. Ici, d'ailleurs, on est sur un projet un peu hybride, c'est-à-dire qu'on est sur une réhabilitation, c'est-à-dire qu'on avait une partie des blocs de ce projet qui étaient déjà construits en béton, et le projet vient s'insérer autour avec des blocs. Donc, on peut le voir ici. Les blocs gris, donc c'était les blocs en béton existants. Les blocs en briques viennent compléter l'organisation de la maison, et avec des espaces de circulation ou de salon entre les deux. Donc, en effet, il y a également un enjeu de faire avec le déjà là, même si la dynamique globale, elle est plus sur le construire neuf. Il y a effectivement beaucoup de logements pas confortables. Et par exemple, il y a quelque chose, on peut faire quelques ajouts qui sont assez simples et qui permettent de gagner beaucoup en confort thermique, notamment isoler les dalles, les toits terrasses, qui récupèrent plus de 50% des rayons solaires durant la journée, et donc qui agissent en béton, qui agissent comme un radiateur en fait la nuit, et qui viennent diffuser la chaleur toute la nuit et rendre les chambres inconfortables. Les travaux sur les calpinages. Bon, voilà, je vais passer sur la technique que ça demande. Ici, on voit les ourdis dont parlait Doudou, ici, mise en œuvre. Ici, une isolation de toit terrasse. Un autre projet ici, donc vraiment très urbain, très vertical, et qui vient vraiment répondre à une problématique typique d'Akarois sur une petite parcelle, comment construire une sorte de petit immeuble. Et avec un travail sur le calpinage ici, qui est défini en fait c'est notre stratégie aussi de protection solaire, c'est-à-dire que chaque deux rangs, on a un rang qui est en saillie, et donc qui fait de l'ombre sur le précédent, et donc comme ça on arrive à réduire également les calories reçues par la façade. Et après, un travail sur les rotations naturelles et un gros patio central de ventilation, une grosse cheminée de ventilation. Peut-être juste aussi, voilà, encore ici, les ourdis qui permettent donc de faire des planchers avec des matériaux biogéosourcés. Et puis ici aussi, une autre approche de cette volonté de construire avec le moins de ciment possible. Donc là, on a toujours les poutrelles comme sur les ourdis en ciment, mais avec des franchissements ici qui se font en briques de terre, en petites voûtes. Et ici, je pense un projet fondateur aussi dans notre collaboration avec Doudou, l'éco-pavillon de Diamniadio. Donc ça, c'est un projet vraiment initial. Nous, on n'a pas conçu ce projet, on est arrivé en cours, et on a travaillé avec Élémentaire en phase chantier. Mais donc ici, c'était l'occasion donc de mettre en œuvre et de tester plein de matériaux à base de TIFA, donc du faux plafond à l'isolant, aux briques d'adobe qui vont dans les murs, et en parement aussi comme ça végétal. Voilà, donc tout ça, je pense, c'est un bon résumé un peu de notre pratique, de ce qu'on arrive à faire et de nos défis et de notre approche. Mais on se rend compte aussi que cette approche-là, elle a plusieurs freins. Donc voilà, d'abord, on a un impact assez limité. Nous, notre objectif, c'est quand même d'essayer de montrer qu'on peut faire autrement par l'exemple, parce que c'est pour nous la meilleure stratégie. Maintenant, cet impact aujourd'hui, il est quand même limité. Il y a
les moyens, les capacités de Doudou, nos capacités, à la fin, c'est un nombre de projets limités par an. Et quand on revoit les images du début sur les images un peu aériennes de Dakar, on se rend compte que l'enjeu, il est plus grand que nous. Un autre point important et qui est une grosse source de questionnement et de travail là-dessus, c'est le paradoxe qu'il y a autour de ces matériaux, donc ces matériaux naturels qui sont extraits de la nature, donc la terre, le TIFA. C'est que d'un côté, on va avoir une grande partie de la population qui va pas trop adhérer à ces matériaux-là, que ça la ramène dans une vision un peu dans le passé, et elle a plutôt envie ça la ramène au village, et elle a plutôt envie en fait de modernité, et la modernité malheureusement elle passe beaucoup par le ciment, l'acier et le verre, les matériaux importés. D'un côté, donc ça ramène vraiment à l'image de la pauvreté, de la précarité, mais en même temps, on se rend compte que ces matériaux-là deviennent également des marqueurs sociaux plutôt côté élite. Et donc, les gens fortunés au Sénégal, par contre, vont vers ce genre de solutions écologiques et locales. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet et donc, sur lequel on essaie de travailler. Ensuite, il y a les aspects économiques, c'est qu'aujourd'hui, la filière n'est pas très structurée. Il y a peu d'acteurs comme Doudou ou comme nous pour développer ces solutions-là. Et donc, ça reste quand même des projets de niche, globalement. Même si c'est en train de se développer, de bouger un peu, ça reste quand même un peu marginal. Et enfin, un goulot d'étranglement qui est assez fort, c'est la main-d'œuvre et donc les compétences pour mettre en œuvre ces matériaux, pour les comprendre, pour les tester, et pas seulement appliquer des choses qui peuvent être vues, ou il y a pas mal d'acteurs aussi qui arrivent et qui maîtrisent un peu moins ces matériaux-là. Bref, tous ces constats-là et ces freins, nous, c'est des choses qui nous questionnent beaucoup. Et donc, on a essayé d'aborder et de répondre dans un projet qui s'appelle le projet Banban, et qu'on voit comme un projet plaidoyer pour toutes ces questions-là, pour essayer un peu de défricher, de démontrer la faisabilité et la réalité en fait, de l'alternative matériaux biogéosourcés aux matériaux dits conventionnels. Donc, l'objectif, c'est de toucher un large public. Donc, c'est un projet de quartier qu'on veut le plus vertueux possible, avec l'idée donc de massifier donc pour atteindre des économies d'échelle. Et puis, ça a un intérêt également pour toucher un plus large public et puis montrer qu'on peut créer de la qualité, plus de qualité avec ces matériaux-là. En ayant une grosse attention donc d'abord à l'architecture, mais également à l'échelle urbaine qu'on peut maîtriser ici, puisque c'est un projet d'ensemble de logements et un petit peu d'activité de commerce. Juste quelques images rapidement. Donc voilà, c'est des images préliminaires. Le projet est toujours en développement. D'ailleurs, le projet a pas mal changé depuis ces images-là, mais on n'a pas de perspective à jour. Mais l'idée, c'est quand même de travailler donc l'échelle, la relation entre le végétal et le minéral, essayer de réfléchir aussi aux mobilités, donc, et plutôt sur les mobilités douces, et donc un peu externaliser la voiture de ce quartier, et puis travailler sur une métallité vraiment locale et adaptée au climat. Il y a quatre grands points qu'on peut travailler ici. C'est donc recréer une sorte d'îlot de fraîcheur en travaillant vraiment sur la végétation et la végétalisation des espaces. C'est le respect de l'eau qui est un point très important. On ne peut pas se penser qu'au CO2, il faut absolument penser aussi au cycle de l'eau. Nous, on est bon, c'est des questions qui sont très présentes en France en ce moment, mais
avec les événements récents. Nous, c'est également un truc, on est au Sahel. Voilà, l'eau, c'est une denrée rare, et donc ça ne fait pas sens de la consommer et de la jeter, de la gaspiller, et donc il faut un travail aussi sur sa réutilisation, donc sur de la phytoépuration pour récupérer les eaux usées, etc. Donc le cycle de l'eau, et travailler aussi sur la perméabilité des sols pour avoir des sols vivants et des sols qui permettent aux eaux, quand il pleut, de s'infiltrer. Quand il pleut, c'est violent. Et enfin, travailler sur les temporalités, parce que c'est quand même une question intéressante. C'est que c'est aussi ces temporalités-là qu'il faut qu'on ne fait que casser et reconstruire, puisque les besoins changent, et donc permettre une extension verticale pour s'adapter aux besoins des familles. Et voilà, et du coup, avec Doudou, avec ce projet-là, l'idée, c'est vraiment de répondre aux questions, aux problématiques qui étaient exposées juste auparavant, en introduction. C'est de démontrer la faisabilité économique en travaillant à une échelle. C'est proposer de changer le regard sur les matériaux par la qualité des aménagements, par le confort apporté dans les logements. Et donc, évidemment, ça rejoint aussi la faisabilité économique. C'est pour que ce soit intéressant, il faut que les gens puissent se l'offrir. Et enfin, et ça, je pense que c'est presque à la fin, certes, dans ce projet, on construit c'est un projet de quartier, mais à la fin, qui devient presque un projet secondaire au vu des grosses problématiques soulevées, et qui permet, en fait, ce qui nous permet, on est en train de travailler en ce moment beaucoup là-dessus, de développer des filières de formation, donc en s'appuyant sur des lycées techniques, sur des écoles supérieures techniques, pour créer des filières d'enseignement et donc développer en fait des savoir-faire et avoir des compétences qui infusent dans le pays, dans le territoire, donc certes pour réaliser ce projet, mais pour ensuite former en fait, ensuite aussi les entreprises qui sont intéressées par ces techniques-là. Voilà, nous avons terminé. Ben, merci à tous les deux. Merci pour cette belle présentation.